c'est parti pour ce nouveau micro-salon 2026. On va attaquer une série de présentations de partenaires et pour cette année, la première des présentations, c'est la CST qui s'en charge. Et donc, je passe la parole à l'équipe de la CST qui vous parlait de son étude sur les LED et sur les pots. Merci. Bonjour, je m'appelle Gilles Arnaud, je suis directeur de la photographie et je suis membre du département images de la CST. Je vais faire une présentation d'un travail qui a été fait à la CST. Je vais faire cette présentation avec Yann Quingeot, photographe et membre du département images, et Eric Chériou, qui est directeur technique à la CST. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord vous faire une courte introduction. Après, il y aura une petite projection d'essais qu'on a filmés, de ces essais qu'on a filmés. Et puis, après, on fera une présentation, une sorte de diaporama des mesures faites et des conclusions provisoires que l'on peut tirer de ces essais. Alors, d'où tout cela est parti? La plupart des LED qu'on utilise actuellement sur les tournages ont des gélatines numériques intégrées. C'est très pratique. Il y a un gain de temps, un gain d'argent. On n'a pas besoin de découper de la gélatine, on n'a pas besoin d'en acheter. Bon, c'est beaucoup plus rapide. Et finalement, tout le monde y trouve. Tout le monde pense y trouver son compte. Sauf qu'évidemment, il y a une question quand même très importante qu'il faut se poser en tant que directeur de la photographie. C'est est-ce que ces gélatines numériques ont le même rendu colorimétrique que les gélatines physiques correspondantes? C'est une question quand même capitale pour nous, opérateurs. Donc, le département images de la CST a décidé de créer un groupe de travail pour essayer, via des tests, de répondre à cette question. On a fait des mesures, enfin, ces tests ont été évidemment mesurés colorimétriquement et photométriquement. On a fait tout un tas de mesures. Le résultat de ces mesures fera l'objet d'un rapport écrit qui devrait être en ligne sur le site de la CST d'ici quelques semaines maximum. Mais on voulait aussi évaluer ces résultats en projection, c'est-à-dire dans des conditions professionnelles. Donc on a tourné ces essais dans des conditions complètement professionnelles. Et on va vous projeter tout à l'heure une partie, évidemment, une partie infime de ce qu'on a tourné. Je vais maintenant vous présenter à l'aide d'un petit diaporama le protocole que nous avons suivi pour ces essais. Alors, on a tourné dans les studios de Panavision. Alors, on sait bien que si un projecteur crée une légère dominante sur un visage, c'est très très facile de corriger cette dominante en post-production, à l'étalonnage. Donc, on a décidé de filmer deux visages de teintes chair différentes, simultanément éclairés avec un seul projecteur, qui est évidemment le projecteur attesté. L'installation de lumière était extrêmement simple, rudimentaire, je dirais. Voilà, une caméra, un plan à deux que vous venez de voir, un projecteur, qui était le projecteur attesté, et un fond gris neutre, avec évidemment sur le côté, comme d'habitude, des chartes de gris ou de couleur. Le projecteur attesté était toujours au même endroit. C'est-à-dire qu'on s'est arrangé pour que toutes les prises de vue, le projecteur soit exactement au même endroit, pour que la direction de lumière soit la même. Voilà, on a tourné avec une Alexa Mini LF. Bon, là, vous voyez ici les réglages de caméra qu'on a fait. On a tourné évidemment en open gate, on a tourné en RAW, on a tourné à 3200 Kelvin, on était à 25 images secondes, c'était mis à 800 ISO avec un ND6, et l'objectif qu'on a utilisé, c'est un Zeiss Supreme Radiance 65 mm. Voilà. Les deux projecteurs qu'on a testés sont les projecteurs à gauche. On a choisi des projecteurs qui sont largement utilisés sur les tournages. Un SkyPanel S60C et un CrimSource. Et il nous fallait une référence que tout le monde connaît, évidemment. Enfin, une référence qui est l'incandescent. Donc on a pris comme référence un incandescent que vous voyez à droite. Alors petite information,
dans le reste de l'exposé et de la conférence, on fera référence au SkyPanel. On n'ira pas à tout. SkyPanel, ce sera juste SkyPanel. Et le CrimSource, ce sera référencé Vortex. Quant à l'incandescent, ça sera la référence. On a testé 9 gélatines. Les gélatines qu'on a testées sont là. Alors évidemment, on a choisi des gélatines qui existent aussi en gélatine numérique dans les menus de ces deux projecteurs. Alors vous voyez que ces gélatines, on peut les distinguer en deux parties. Des gélatines correctrices, qui sont des gélatines qui corrigent, enfin qui changent la température de couleur, ou qui corrigent une légère dominante verte ou magenta, et des gélatines à effet coloré. Mais évidemment, les tests et les mesures faites diffèrent un peu en fonction de ces deux types de gélatines. Alors là, je vous ai encadré les 2 gélatines dont nous allons vous passer les essais. On ne va pas vous passer tout parce que c'est très long. Voilà, c'est ces 2 gélatines-là dont nous allons vous passer les essais tout à l'heure. Vous projetez les essais tout à l'heure. Les mesures photométriques ont été faites avec cette cellule. Tout le monde connaît, qui est la cellule qui est utilisée par tous les opérateurs sur les tournages. Elle était réglée à 200 ISO, sachant que la caméra était réglée à 800 ISO avec un ND6. Toutes les mesures photométriques, c'est-à-dire les mesures pour afficher le diaph, ont été faites au niveau des 2 comédiens, au niveau du visage des 2 comédiens en incident. C'est comme ça qu'on a affiché le diaph, les mesures en incident au niveau du visage des 2 comédiens. Les mesures colorimétriques ont été faites avec cet outil-là, le Mavospec base de chez Gossen. Il y a 4 mesures principales colorimétriques qui ont été faites. Le spectre, on appelle le spectre, en fait la distribution spectrale, la température de couleur, le DUV et le TM30. Alors le spectre, tout le monde sait ce que c'est. La température de couleur, tout le monde sait ce que c'est. Le DUV, juste petit rappel, c'est un indice qui permet d'évaluer l'écart, qu'on appelle l'écart par rapport au chemin du cœur noir, c'est-à-dire la dominante verte ou magenta. Et le TM30, c'est un indice colorimétrique, qui, contrairement à d'autres indices colorimétriques, se base sur 100 couleurs, donc il est a priori un peu plus fidèle que l'IRC, par exemple. Voilà, ce sont les 4 mesures qu'on a faites systématiquement pour toutes les prises de vue. On a commencé par faire une prise de vue sans gélatine, évidemment, des 3 projecteurs, juste pour voir ce qu'ils donnaient. Voilà. Donc on avait 3 prises de vue. Et après, pour chacune des gélatines, on a fait 5 prises de vue. Donc une prise de vue avec la référence, l'incandescent, avec la gélatine en question, et une prise de vue avec chacun des LED, avec la gélatine numérique et la gélatine physique, mise sur le LED. Pour chacune de ces prises de vue, on a pris toutes les mesures photométriques et colorimétriques dont je viens de parler. Et chose très importante, chacune de ces prises de vue était... Il n'y a rien qui changeait entre chacune de ces prises de vue. C'était à chaque fois le même réglage caméra, le même objectif, le même point, le même cadre, tout était pareil. La seule chose qui changeait, et qui changeait à la marge, c'était le diaph, parce qu'évidemment, en fonction de la gélatine qu'on mettait sur le projecteur, on pouvait avoir des variations de diaph. Quand on était avec les LED, c'était facile, on utilisait les dimmers des LED. On pouvait évidemment pas utiliser un dimmer avec l'incandescent, parce que comme chacun sait, si on dimme un incandescent, on change la température de couleur. Donc, parfois, avec l'incandescent et une gélatine, on a été amené à changer un peu le diaph, mais c'était à la marge. Pour tout le reste, tout était strictement identique. Voilà, maintenant, c'est Eric qui va vous parler. Alors, ce qui nous a intéressé dans cette étude, c'était les mesures photométriques dont Gilles vient de vous parler, et également, qu'est-ce que ça donne au niveau de la caméra? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on enregistre? Qu'est-ce qui, au final, reste? Et est-ce qu'un étalonneur peut éventuellement corriger des déviances colorimétriques et des mismatchs de couleurs? Donc, quand on a récupéré les données de la caméra, on est arrivé sur une timeline, sur un DaVinci Resolve. On s'est mis en Color Management ACES. C'est un des standards maintenant courants. Et on a sorti 3 différents DCP. Le premier DCP, en gros, il n'y a aucun étalonnage. Donc, on prend les données brutes, les RAW,
on met une IDT pour que sur la timeline, on puisse voir une image qui est visible. Et on met juste une sortie P3 D65 qu'on va sortir après pour faire notre DCP. Ce qui est important, c'est que cette première timeline où il n'y a aucun étalonnage, donc aucune retouche, livre gamma gain, pivot, quoi que ce soit, c'est celle qui va servir de référence pour les exports images après. Parce que l'idée, c'est aussi de faire de la comparaison des couleurs à l'intérieur, qu'on va voir après. Et on ne voulait pas qu'il y ait d'influence de l'étalonnage en lui-même. La deuxième passe, c'est une passe primaire, c'est-à-dire qu'il y a juste un contraste pivot avec un tout petit peu de retouche de couleur, mais vraiment minimum. Donc, toujours même timeline, IDT, quelques retouches primaires. Et en fait, notre sortie P3 D65, on fait un DCP. C'est le DCP numéro 2 que vous allez voir. Ils sont dans l'ordre. Hein, vous allez les voir dans l'ordre. Et enfin, le troisième DCP qui correspond à primaire, secondaire. On va vous détailler pendant la projection exactement à quoi ça correspond. L'idée est de faire matcher l'incandescent avec toutes les autres gélatines. Donc, juste un tout petit détail avant la projection. À chaque fois, évidemment, c'est Jean Coudzy qui a fait l'étalonnage, je le répète. Et à chaque fois, évidemment, il a étalonné l'incandescent qui a servi de référence. Et c'est les LED, on a essayé de raccorder les LED avec l'incandescent. Je pense qu'on peut y aller avec la projection. Alors, à nouveau, sur ce premier DCP, donc on est sur les projecteurs sans gélatine. Vous avez la référence incandescent en haut et les deux projecteurs LED en bas. Donc, on a à nouveau sur ces plans aucun étalonnage, uniquement l'IDT constructeur pour passer en E6. Et puis après ça, l'ODT de sortie P3 D65. Donc on a une première gélatine qui est le quart de CT Blue, donc gélatine correctrice sur la température de couleur. À nouveau, la comparaison. Donc dans un premier temps, on a vu les gélatines physiques, et là, la gélatine numérique. Donc à nouveau, gélatine numérique, c'est la simulation du rendu d'une gélatine par la modification du spectre lumineux du projecteur. Donc là, vous avez un premier split screen avec la référence incandescent qui se trouve en haut et les gélatines en bas, donc gélatine physique puis gélatine numérique là maintenant sur le Sky Panel, et la même chose sur le vortex, gélatine physique et gélatine numérique. Et on voit que globalement, on a des images qui sont assez cohérentes. On y reviendra sur les plans étalonnés. On a là la comparaison gélatine physique et gélatine numérique sur un même projecteur. Alors, comparaison qui nous intéresse parce que justement, là même sans étalonnage, ça permet de voir tout de suite l'écart qu'on a entre, à nouveau, la gélatine physique et sa simulation numérique sur le projecteur. Nouvelle gélatine, le Golden Amber, gélatine colorée à effet, avec toujours les deux projecteurs LED testés en gélatine physique et là maintenant en gélatine numérique. Donc à nouveau comparaison du Sky Panel gélatine physique avec l'incandescent, qui est la référence, et gélatine numérique sur le Sky Panel, toujours avec la référence incandescente. Donc même chose sur le vortex, vous avez toujours la comparaison. On voit déjà des écarts, notamment sur les gélatines numériques, par rapport à l'incandescent. Et lorsqu'on compare sur un même projecteur, là le Sky Panel, entre gélatine physique et gélatine numérique, on voit déjà des écarts de rendu, et notamment une différence de saturation sur les gélatines numériques avec des rendus plus saturés sur les gélatines numériques pour les deux projecteurs LED.
On arrive sur le DCP2, donc cette fois-ci, on est sur des plans qui ont été étalonnés. Donc ce sont ces 3 plans de référence qui ont été étalonnés. En fait, le but était de faire matcher les 2 projecteurs LED avec le projecteur incandescent. Et l'étalonnage, il s'est fait sur les pots. C'est important de garder ça en tête. C'est-à-dire que l'étalonneur Jean Couzzi n'a pas du tout pris en compte les fonds, mais son but était de faire matcher les pots. Alors on a 2 teintes de pots différentes, donc évidemment, c'était de trouver le meilleur compromis sur les pots. Et à nouveau, nous ne sommes que sur un étalonnage primaire. Il n'y a pas du tout d'étalonnage local en secondaire. Le but de cet étalonnage, donc, que je vous reprécise, l'étalonnage qui a été fait sur les plans sans gélatine, il a été ensuite copié-collé sur l'ensemble des plans avec gélatine. Et le but de cet étalonnage primaire, il n'est pas de faire matcher l'ensemble des plans entre eux par l'étalonnage, mais plutôt de nous permettre de voir quels sont les écarts entre les projecteurs et entre les gélatines physiques et numériques. Là, on est toujours sur la comparaison par rapport à l'incandescent. Là, maintenant, comparaison sur un même projecteur entre gélatine physique et gélatine numérique. Et là, on voit que globalement, les images sont cohérentes. On a toujours des petits écarts, évidemment, qui subsistent, mais on n'a pas de différence majeure entre gélatine physique et gélatine numérique. On passe sur la gélatine colorée, le Golden Amber. Là, sur la gélatine physique, sur les 3 projecteurs, incandescents et les 2 références de projecteurs LED. Et là, maintenant, gélatine numérique, évidemment, pour les projecteurs LED, puisque l'incandescent, lui, reste avec une gélatine physique dessus. Et lorsqu'on commence à comparer incandescent et gélatine, donc sur la gélatine physique, on a quelque chose de cohérent, mais par contre, en gélatine numérique, là, on voit tout de suite sur les visages qu'on a un gros changement de saturation entre notre référence incandescent et notre gélatine numérique. On voit d'ailleurs que le côté doré, le côté golden du Golden Amber, qui porte bien son nom, on n'a plus du tout de côté golden sur les gélatines numériques. On a un autre rendu qui est assez différent du rendu de l'incandescent. Ça se voit très bien d'ailleurs quand on a ces comparaisons sur un même projecteur, là le Sky, entre gélatine physique et gélatine numérique, on voit que le rendu de la gélatine numérique est différent. On arrive sur le 3e DCP. Sur le 3e DCP, cette fois, il y a eu un étalonnage primaire, donc à nouveau étalonnage global sur l'ensemble de l'image. Et puis, là, l'étalonneur Jean Couzzi a fait aussi des secondaires, donc des corrections locales pour essayer de faire matcher au mieux. Et notamment, le but était de voir si, malgré les différences de rendu entre gélatine physique et gélatine numérique, si par l'étalonnage, on arrivait à finalement s'affranchir complètement de ces différences, à les compenser. Alors on voit que sur le quart de CT Blue, gélatine correctrice, on n'a pas de souci. Globalement, il y a toujours des petits écarts, mais on arrive à avoir des images qui sont très cohérentes entre elles. Sur le Golden Amber, on va voir, et notamment là, regardez, si vous avez, comme ça passe vite, regardez les peaux et regardez le jean du garçon qui est filmé, parce que notamment, le but à nouveau était de raccorder les peaux sans tenir compte des autres éléments. Et là, on voit par exemple que le jean, sur celle-là, on bascule complètement dans des teintes un petit peu vertes et qu'il n'a pas été possible de faire véritablement matcher cette couleur du textile. Voilà, alors on va passer au 2e diaporama. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer un diaporama qui va un peu faire des commentaires, des conclusions sur la projection que vous venez de voir. Donc, comme je vous l'ai dit, on a commencé par une projection, une prise de vue avec les trois projecteurs. Chose très importante, la référence c'était un 3002, c'était un incandescent. Donc, on a réglé les 2 LED à 3002 sur le menu des LED, mais on a quand même fait des mesures colorimétriques sur ces 2 LED. Parce qu'on sait bien qu'entre le réglage dans le menu et la mesure avec un outil externe, il y a parfois des écarts. Et c'est le résultat de cette mesure que vous allez voir sur les images. Donc, pour chacune des mesures, enfin pour chacune des prises de vue, il y a 4 mesures colorimétriques
importantes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le spectre, vous les voyez, les spectres ici. Le TM30 qui est un indice colorimétrique, enfin la température de couleur, pardon, le TM30 et le DUV. Alors commençons par les spectres. Alors les spectres sont pas grand-chose à en dire, hein. On voit bien que le spectre de gauche est le spectre d'un incandescent que tout le monde connaît, et les spectres de deux LED, voilà, tout le monde reconnaît la caractéristique des LED avec cette pointe dans le bleu et ce creux dans le cyan. Voilà, c'est des spectres normaux avec, enfin, qu'on attend avec beaucoup moins d'informations dans les très très basses longueurs d'onde, dans les ultraviolets, dans les bleus, dans les LED, et pareil dans les hautes longueurs d'onde. On voit une chute ça, c'est vraiment les spectres caractéristiques des LED. Passons maintenant aux températures de couleur. On ne peut pas en dire grand-chose, elles sont plutôt assez correctes, sachant qu'à ce niveau-là, des différences de température de couleur de 50 ou de 100 Kelvin ne sont pas réellement... c'est plutôt négligeable, hein, c'est pas réellement des incidences sur la couleur de l'image. Le TM30, alors le TM30, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un indice colorimétrique. Il y a deux indices. Il y a un premier indice qui est le RF, qui est la fidélité de couleur, et le RG, qui est la saturation, la fidélité de saturation ou la chroma. Voilà. Alors évidemment, pour l'incandescent, on est quasiment à 100 dans les deux cas. Bon, oui, j'ai oublié de dire que le TM30, c'est un indice de 0 à 100, comme tous les indices. Hein. On est quasiment à 100 dans les deux cas, ce qui est normal, puisque l'incandescent, c'est la référence. Les autres, alors, on est légèrement un peu plus saturé, pas énorme, et au niveau colorimétrique, on est plutôt assez bien, on est un peu en dessous, mais avec des valeurs au-dessus de 90, donc on est très bien. Le DUV, donc comme je vous l'ai dit, ça calcule, ça évalue la dominante verte ou magenta. Il faut savoir que plus ou moins 0,002, c'est négligeable. Hein. Donc là, on est vraiment dans des valeurs qui sont totalement négligeables. Donc, il n'y a aucune dominante verte ou magenta avec ces deux projecteurs sans gélatine. Là, je vais laisser la parole. Alors, maintenant, sur les outils photométriques et colorimétriques qu'on a utilisés, Gilles a parlé brièvement du TM30. On s'était dit que utiliser un outil comme le CRI, c'était une très mauvaise idée parce que le CRI est complètement dépassé et absolument pas pertinent pour ce type de source lumineuse. Donc, on s'est orienté vers le SSI. J'avais déjà travaillé sur un précédent projet sur des LED pour développer des outils pour calculer le SSI et en rendre une image. Donc, ça me paraissait être l'outil idéal. Pourquoi ? Parce que le SSI a trois caractéristiques principales. Donc, comme remplaçant du CRI, c'est un très bon candidat avec le TM30. Le premier point, c'est que avec le SSI, vous n'avez aucune notion d'observateur. Dans tous les indices de rendu colorimétrique, vous avez toujours une notion d'observateur. Alors, ça peut être une simulation de ce qu'un humain peut voir, ou éventuellement, ça peut être une simulation de ce qu'une caméra pourrait capter. Là, avec le SSI, vous n'avez pas ça du tout. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de notion d'échantillon de couleur. Tous les indices de rendu couleur, en fait, se font avec un certain nombre d'échantillons de couleur. Alors, 8 pour le CRI, ça peut aller jusqu'à 100 pour le TM30. Et en fait, on juge la cohérence et la pertinence de match de couleurs sur ces échantillons de couleurs. Ce qui veut dire que, en gros, si vous êtes bon sur ces échantillons de couleurs, c'est super, mais vous pouvez être très mauvais sur les autres et vous pouvez quand même avoir une très bonne note. Tous les indices de rendu couleur sont basés d'une échelle de 0, c'est très très mauvais, à 100, qui est un match parfait. Tous les indices de rendu couleur fonctionnent toujours sur un principe de comparaison. Donc, c'est une comparaison entre une source référente et une source à comparer. La source référente, en général, dans 99% des indices de rendu couleur, c'est toujours soit un corps noir, soit un daylight. En gros, si vous êtes en dessous de 4000 Kelvin, c'est un corps noir. Si vous êtes au-dessus, c'est un daylight. Là, ce qui est intéressant avec le SSI, c'est que vous pouvez faire votre comparaison, en effet, avec un daylight ou un corps noir, mais vous pouvez aussi comparer deux sources réelles ensemble. Et ça, il y a très très peu d'indices qui vous permettent de le faire. En gros, comment marche le SSI ? C'est une pure comparaison spectrale
entre les deux distributions spectrales, celle de votre source et celle de votre target. Vous pouvez comparer les deux. Et en gros, il vous donne un indice de correspondance entre les deux. C'est un indice de similarité. Pourquoi il est intéressant? Parce que comme il n'y a pas de notion d'observateur, on n'est pas corrélé à ce qu'on voit ou ce qui est enregistré, mais c'est vraiment la qualité même intrinsèque de la source lumineuse qu'on est en train de comparer. Alors, je vais vous présenter les spectres de SSI. Donc là, on est sur les SSI des projecteurs sans gélatine. Donc, on a deux choses à voir sur ces figures. Première chose, on a en fait un graphique avec deux courbes qui sont superposées. Vous avez évidemment la courbe de l'incandescent, qui est la courbe à traits noirs en forme de triangle très caractéristique. Et puis, vous avez l'autre courbe colorée qui représente le projecteur testé. Donc, c'est toujours, à nouveau, Eric l'a dit, une comparaison entre deux projecteurs. Et pour mieux voir la différence de spectre, on a mis en bleu les écarts du projecteur testé par rapport à la référence. Donc ici, ce sont les écarts du spectre du projecteur testé par rapport à l'incandescent. Ça, c'est la première chose. La deuxième, vous avez une valeur du SSI. On est à 74 dans le cas du SkyPanel et à 85 dans le cas du Vortex. Alors attention, j'attire votre attention sur une chose. Il ne faut pas relier le chiffre du SSI à une qualité colorimétrique du projecteur. Un chiffre élevé pour le SSI ne veut pas dire bon projecteur et un chiffre bas ne veut pas dire mauvais projecteur. Quand le SSI est haut, ça veut dire que par rapport à la référence prise, ici l'incandescent, le spectre du projecteur est proche. Donc simplement, le spectre lumineux est plus ou moins similaire. Et si le SSI est bas, c'est que le spectre lumineux est très différent. Mais il ne faut pas porter de jugement de qualité sur finalement le rendu du projecteur dans l'absolu. Là, on voit qu'on a un écart de SSI, on le voit assez vite. Sur le SkyPanel, on a des pics et des creux qui sont plus prononcés que dans le cas du Vortex, notamment dans la zone 600 à 650. C'est notamment ce qui explique l'écart. Mais à nouveau, ça n'est pas une question purement de qualité du projecteur. Gardez bien ça en tête pour le SSI. Vas-y, passe au suivant. Alors, comme j'avais dit tout à l'heure, ce qui nous intéressait aussi en deuxième partie d'étude, c'était qu'est-ce que ça donne au niveau de l'image enregistrée. Donc, tous les exports images que vous allez voir et toutes les visualisations des couleurs dans le diagramme de chromaticité de 1976 que vous allez voir après sont issus d'une timeline avec un export P3D65. Donc, encore une fois, aucun étalonnage. On se contente de prendre l'image RAW, on la met sur la timeline et on fait un export TIFF tout bête. Alors là, on va vous présenter un petit flipbook qui correspond aux images caméra. Donc, premier point important, c'est que sur ces figures-là, on n'est plus du tout sur les mesures photométriques, colorimétriques qu'on a faites avec notamment un spectrophotomètre en mesurant la lumière des projecteurs. Là, on a pris l'image de la caméra extraite depuis DaVinci Resolve en espace DCI-P3. Et puis, en fait, on a représenté les couleurs de ces images dans un diagramme CIE 1976. Alors, dans ce diagramme, vous voyez un triangle. Ça représente le gamut de l'espace DCI-P3. Vous avez d'ailleurs le petit point rouge qui est au centre, plus ou moins au centre du triangle, qui correspond en fait au blanc de l'espace, à l'illuminant de référence. Et puis tous les points que vous voyez à l'intérieur de ce triangle, ça correspond finalement à la couleur des différents pixels de l'image. Vous voyez notamment aussi des petites taches à différents endroits. Ça correspond finalement au patch de couleur de la charte 24 patch. Donc là, on est sur l'incandescence en gélatine. Et si on passe sur l'image suivante, voilà, là, tu es un petit peu vite. Je veux bien que tu reviennes en arrière. Reviens encore. Voilà, là, on est sur le sky. Si jamais, là, on voit qu'en fait, entre l'incandescent et le sky, eh bien, on a une différence sur les couleurs de l'image, parce qu'en fait, là où sur l'incandescent, les points étaient répartis de manière assez homogène partout dans l'espace, eh bien, sur la LED, on a déjà une contraction de cette surface des points. Et puis, on a un petit décalage vers le haut, un petit shift vers le haut, vers la zone des jaunes verts. Si on passe
au vortex, on va voir un comportement similaire. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'en déduire? C'est sur un incandescent, la répartition très homogène des points dans tout l'espace des CIP3 nous laisse à penser qu'on a, pour chaque teinte, un nombre de valeurs intermédiaires de nuances qui est assez important. Et lorsqu'on passe sur les LED, on a évidemment toujours les mêmes teintes, mais simplement, on a vraisemblablement moins de valeurs intermédiaires, un peu moins de nuances intermédiaires par rapport à un incandescent. Alors, juste une précision importante, le SSI et les représentations que vous venez de voir n'ont pas été faites directement à partir des mesures sur le plateau, elles ont été générées après informatiquement par Eric à partir des informations colorimétriques que le Gossen lui a fournies. Alors, après avoir fait les prises de vue sans gélatine, on a fait évidemment les prises de vue avec les gélatines, c'était le but quand même du truc, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour chacune de ces gélatines, on a fait 5 prises de vue. Voilà, 5 prises de vue que vous voyez là. Dans un monde parfait, évidemment, ces 5 prises de vue devraient être colorimétriquement identiques, ce qui est évidemment pas du tout le cas. Alors pour chacune de ces prises de vue, on a fait donc des mesures colorimétriques. Alors vous voyez ici les 5 spectres. Alors déjà, on peut faire des remarques sur le spectre qui sont intéressantes. C'est bon. Le spectre de l'incandescent au milieu, bon voilà, c'est un spectre d'incandescent normal. Et les deux spectres des deux LED à gauche et à droite sont aussi à peu près cohérents, on s'y attend. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est que dans les deux cas, que ce soit le sky panel physique versus sky panel numérique ou le vortex physique versus vortex numérique, les deux spectres se ressemblent énormément. Donc, on pourra confirmer ça avec le SSI, mais a priori, la gélatine numérique serait assez fidèle à la gélatine physique, juste à partir des spectres. Alors, pour ce qui est des autres mesures, la température de couleur. Alors, la température de couleur, là, il y a quand même une chose assez intéressante qu'on a d'ailleurs remarqué après à la prise de vue, c'est que autant les différences de température de couleur sans gélatine étaient assez négligeables, autant là, il y a des différences de température de couleur qui sont assez importantes. Et en particulier, si vous faites la différence entre l'incandescent, donc en gélatine physique forcément, et le vortex en gélatine numérique, vous avez une différence de température de couleur de 200 Kelvin, qui est quand même qu'on remarque. Donc ça veut dire que le vortex numérique est plus froid et plus bleu que l'incandescent, la référence pour nous. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que dans tous les cas, l'incandescent a une température de couleur plus basse que les LED, et que dans le cas du vortex, le vortex numérique a une température de couleur supérieure au vortex physique, et c'est l'inverse dans le cas du sky panel. Donc, température de couleur, voilà, c'est un peu... Le TM30. Le TM30, écoutez, c'est plutôt correct. Là encore, on a des TM30 qui sont très bien, avec des valeurs supérieures à 90 pour la qualité, enfin la qualité colorimétrique. Donc voilà, c'est bien. Les DUV, c'est pareil. Les DUV, ils sont vraiment négligeables. Donc on peut en conclure que la gélatine, qu'elle soit physique ou numérique, dans le cas des LED, elle n'apporte aucune dominante. Les SSI, pardon. Donc on revient sur les SSI, sur le quart de CTB, donc à nouveau gélatine correctrice. Comme précédemment, on voit que les SSI sont un peu différents entre SkyPanel et Vortex, mais globalement, on a vu que le spectre du SkyPanel était un petit peu plus éloigné de l'incandescent par rapport au spectre du Vortex. Donc c'est cohérent avec ce qu'on a vu sans gélatine. Ce qui nous importe, c'est de voir qu'en fait, entre gélatine physique et gélatine numérique, eh bien, on a des SSI qui sont quasi identiques. Donc ça veut dire une chose, c'est que les fabricants sur cette gélatine arrivent à bien faire matcher les spectres, et qu'il est vraisemblable, ce qu'on a vu lorsqu'on voyait les DCP, c'est que les images ne devraient pas présenter de grandes différences dans la mesure où on a des spectres qui sont similaires. Oui, pardon, excusez-moi. Je fais une petite correction. Je vous parlais des SSI qui étaient similaires entre incandescent et projecteur. Et là, on a, donc pour la comparaison, gélatine physique, gélatine numérique, des SSI qui sont très bons.
ce qui là veut dire que sur un même projecteur, effectivement, les fabricants arrivent à bien aligner le spectre de la gélatine numérique par rapport au spectre du même projecteur avec une gélatine physique. Là, on retourne sur le petit flipbook qu'on a fait précédemment. Globalement, donc là, on est en comparaison entre les gélatines physiques, SkyPanel à gauche et Vortex à droite. On voit que globalement, les images sont assez cohérentes. Si jamais on passe sur les gélatines numériques, on voit qu'à nouveau, il y a un petit effet de contraction et de déplacement des points, mais qui reste assez modéré. Donc, c'est cohérent avec le calcul du SSI qu'on a fait. À nouveau, là, on est sur les images réelles extraites des caméras. On n'est plus sur des indices mesurés. Si on passe à la diapo suivante, là, on est sur un même projecteur en comparaison physique numérique. Il y a des petits écarts sur les nuages de points, mais à nouveau, comme pour les images, tout ça reste assez cohérent, assez proche. Si on passe sur le Vortex, eh bien, on retombe sur la même chose avec effectivement la représentation des couleurs de l'image qui est à nouveau proche. Globalement, ça nous laisse penser que sur une gélatine correctrice comme le CTB, on n'a pas de souci, on n'a pas d'écart entre gélatine physique et gélatine numérique et que les constructeurs ont réussi à bien gérer ça. Il faut aller vite. Donc maintenant, on va vous passer les essais du Golden Amber. Alors, le Golden Amber, c'est une gélatine à effet coloré. Donc, il y a plein de mesures qui sont pertinentes pour le quart de bleu, mais qui sont absolument pas pertinentes pour le Golden Amber. Le Golden Amber, ça n'a pas de sens d'évaluer une température de couleur, puisque de toute façon, c'est pas une gélatine correctrice. Ça n'a pas de sens d'évaluer un DUV, puisque c'est pas le principe, c'est pas une gélatine qui est là pour rattraper une dominante verte ou magenta ou pour créer une dominante verte ou magenta, et ça n'a pas non plus de sens de calculer un indice de rendu colorimétrique, puisque de toute façon, c'est une gélatine à effet qui crée sa propre couleur. Donc, la seule mesure intéressante avec le Golden Amber, c'est le spectre. Voilà. Et là, on a les 5 spectres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, c'est vraiment très intéressant. Et je vais m'arrêter une seconde sur les spectres, il faut se dépêcher, mais je vais m'arrêter une seconde sur les spectres parce que vraiment, il y a des choses intéressantes. Vous voyez que les deux spectres physiques des deux gélatines sont vraiment des deux LED, pardon, sont vraiment très différents des deux spectres numériques. Hein, les deux spectres numériques ont des pointes et des pointes très importants, et les spectres physiques sont plus, ils prennent plus de couleurs. Donc ça tendrait à montrer que les gélatines numériques sont plus saturées que les gélatines physiques, ce qui est d'ailleurs le cas, ce qu'on a constaté aussi bien à la prise de vue qu'à l'étalonnage. Sur la partie SSI, on retombe sur ce que Gilles nous a dit à l'instant. Toujours un petit écart des SSI entre SkyPanel et Vortex, je ne reviens pas dessus, hein, deux spectres un petit peu différents par rapport aux références. Par contre, ce qui nous marque, c'est que tout de suite, on voit une chute des SSI lorsqu'on compare le spectre des gélatines numériques par rapport à de l'incandescent. Pour le SkyPanel, on tombe à 35 et pour le Vortex, on tombe à 54. C'est ce qu'expliquait Gilles juste avant. On a des spectres sur les gélatines numériques, pour les deux projecteurs, sur le Golden Amber, donc pour une gélatine colorée à effet, qui sont finalement très différents, pour le coup, d'un incandescent avec gélatine, d'où la chute des SSI. Lorsqu'on est en comparaison, évidemment, sur un même projecteur entre gélatine physique et gélatine numérique, à nouveau, SSI beaucoup plus bas. Si vous vous souvenez, lorsqu'on a vu le quart de CTB, sur une correctrice, on était à 97-98 pour les deux. Là, on est à 58-59, c'est-à-dire qu'un fabricant, sur un même projecteur, sont peut-être plus de mal à avoir des spectres qui sont similaires entre gélatine physique et numérique. Et là, si on regarde ça en image, donc comparaison des Golden Amber, gélatine physique. Alors, les deux gélatines physiques sont cohérentes entre elles. On voit qu'on a des petites différences sur les nuages de points et sur l'image, mais ça reste très cohérent. Si jamais on passe à la suivante, sur les gélatines numériques entre elles, à nouveau, on a des petits écarts sur les couleurs de l'image dans les gélatines numériques, mais globalement, elles restent quand même assez cohérentes entre elles.
Et si maintenant, sur un même projecteur, on compare gélatine physique et gélatine numérique, eh bien là, on voit, par contre, on a une différence qui est assez notable. On voit les points, les taches de points qui correspondent aux pages de la charte, on voit qu'ils bougent beaucoup. Et on voit à l'image, c'est ce qu'on voyait dans les DCP, par exemple, quand on regarde les textiles, le jean du garçon, on voit qu'il y a un gros écart de couleur sur les textiles, sur les fonds, même chose. Donc, gélatine physique, gélatine numérique, c'est cohérent avec ce qu'on a vu en SSI avant. Si on passe sur le Vortex, eh bien, on voit que là, à nouveau, sur un même projecteur, eh bien, on a des rendus différents entre gélatine physique et gélatine numérique. Alors, rapidement, la conclusion provisoire qu'on peut tirer de ces essais, à partir de ces deux gélatines, c'est que, a priori, le quart de bleu est assez fidèle, et le quart de bleu numérique est assez fidèle. En revanche, le Golden Amber diffère. Mais est-ce vraiment un problème, sachant que le Golden Amber est une gélatine à effet? Bon, il suffit, c'est pas un jugement de valeur sur la gélatine numérique de ces LED. Il suffit que l'opérateur connaisse le rendu du Golden Amber. Et voilà, donc c'est un peu la conclusion. Pour le moment, c'est juste sur ces deux gélatines. Encore une fois, les autres gélatines, ça sera l'objet d'un rapport écrit. Voilà. Le groupe de travail, je vous ai mis les membres du groupe de travail. Je voudrais insister sur le travail de Jean Coudzy, qui nous a aidés pour l'étalonnage et qui a vraiment fait un travail formidable. La partie étalonnage de ces tests était très, très importante et nous a révélé beaucoup de choses. Voilà. Et les remerciements. Et ben voilà. Et c'est terminé. On a terminé à temps. Voilà. Merci. On a encore 2-3 minutes. Je ne sais pas si vous avez peut-être une ou deux questions. On peut les prendre. Voilà, on a encore 2-3 minutes. Ouais. Je ne vois pas de main se lever. Si. Bonjour et merci beaucoup pour votre travail. C'est toujours très sympathique à observer. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que comme vous nous projetez là une gélatine correctrice et une à effet, est-ce que cette différence, vous l'avez observée par rapport aux autres gélatines à effet? Et est-ce qu'on pourrait avoir tendance à penser que plus l'effet est important et qu'on vire dans les rouges, etc., plus la différence est importante entre la physique et la numérique? Je vois Eric qui valide, mais... Alors, il y a deux questions, en fait. On a effectivement constaté des problèmes avec les autres gélatines à effet, en particulier le Flame Red, par exemple, où il y a vraiment des écarts importants. D'une manière générale, les gélatines à effet, l'écart est assez important entre la gélatine numérique et la gélatine physique. La deuxième question, en revanche, concernant la densité de la gélatine, l'importance de l'écart par rapport à la densité de la gélatine, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus la gélatine est une couleur un peu pastel, plus l'écart est important et plus ça paraît difficile de reproduire la gélatine numérique, la gélatine physique avec la gélatine numérique. On a fait des essais avec un lavender qui est une gélatine extrêmement pastel, extrêmement un peu importante, et là l'écart est très important. Je veux dire, et ça se voit d'ailleurs beaucoup autant sur les teintes chères que sur les fonds gris neutres. Bon, et sur les textiles et sur les choses comme ça. Bon, il y a plein de choses, plein de conclusions à tirer de ces essais. Là, comme on a juste fait les visages, mais il y a beaucoup de choses à faire. Mais l'écart entre gélatine numérique et gélatine physique n'est pas du tout indexé à la saturation et à de la gélatine. Non, pas du tout. Et si je peux me permettre, entre les gélatines très chaudes et celles qui seraient au contraire très froides, là aussi, est-ce que c'est le même constat? Non, pas du tout, je crois pas, puisque le lavender est plutôt une gélatine froide et le Flame Red est une gélatine très chaude. Donc ça non plus, ça n'a pas d'incidence. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce travail qui est très rigoureux. Est-ce qu'on pourra retrouver tout ça bientôt, alors sur le site de la CST? Comment ça se passe? Ouais, voilà. Alors oui, l'étude complète va être assez importante. Il y a eu déjà une première maquette qui est sortie, qui va faire plusieurs centaines de pages. Donc vous pourrez télécharger ça sur le site de la CST et également des vidéos qui correspondent à ce que vous avez vu là. Oui, devant la sortie, il y a des documents, vous pourrez vous servir si vous voulez, qui sont en disposition. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup. Vous les applaudir, merci.